Alors, effectivement, ça fait 8 ans que je suis parti de Montréal. Je vois que Startup Fest a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Une chose qui n'a pas changé à Montréal, c'est les pylônes jaunes, un petit peu partout. Alors, avant de vous parler de moi, j'ai une question. Combien d'entre vous travaillent activement sur un startup en ce moment? Peu importe la phase, là, vous êtes, OK. Gardez les mains levées. Combien d'entre vous vous êtes fait dire par un ami, un proche, quelqu'un que vous connaissez, que votre affaire, ça n'a pas de bon sens, ça ne marchera jamais? Juste ça? Ouais, juste 3? OK. Ben, yes, là, moi, ça me donne la confiance parce que la vie de l'entrepreneur, ce qu'on fait comme entrepreneur, notre métier, c'est on veut changer quelque chose dans le monde. On a une vision de comment le monde peut être différent. Puis, presque par définition, ça veut dire que plus la vision est quelque chose qui va mener à quelque chose de grand dans le futur, moins c'est évident. Puis les exemples, il y en a partout. Airbnb, le monde trouvait ça l'affaire la plus bizarre, là, comme il y a du monde qui vont coucher chez quelqu'un d'autre sur un canapé, comme ça ne marchera jamais. Uber, on a eu de la misère à lever leur première ronde de financement jusqu'à ce qu'ils sont fait actionner par l'industrie du taxi. Puis là, le monde est allumé, puis on dit « Oh, il y a peut-être quelque chose ». Pendant que je travaillais sur cette présentation-là, ma conjointe, fait que là, on était en visite chez mes parents, ma conjointe a texté une photo de notre fils Evan, qui a 18 mois. Puis, ce qu'il est en train de faire dans cette photo-ci, c'est il va aller voir son grand-père qui est en avant de la maison. On lui a bloqué l'escalier qui est monté en arrière de la maison parce que c'est un duplex, ça monte assez haut, fait que c'était pas une bonne idée. Fait que lui, il a fait un détour, puis il a décidé de grimper la clôture. Fait que sa maman n'a pas trop aimé ça. Moi, ma première réaction, c'est « Hey, il va faire un bon fondateur de start-up. » Fait que le texte en anglais dit ouais, fait que là, elle répond « Ouais, il va faire un bon fondateur de start-up. Il fait énerver le monde, puis il tripe sur l'adrénaline. » Puis moi, je voyais ça plutôt comme ben non, il voit des solutions quand les autres voient des obstacles. Fait que, est-ce que c'est pas ça qu'on fait comme fondateur de compagnie? Je vais vous parler un petit peu de ce que je fais maintenant, puis de quelques obstacles qu'on a fallu contourner pour arriver où est-ce qu'on est. Donc, en 2015, j'ai parti une compagnie qui s'appelle Circle Medical à San Francisco. Notre mission, c'est de créer la technologie qui va rendre les soins primaires de qualité accessible à travers le monde, à tout le monde sur la planète, avec une belle expérience. Dans les faits, ce qu'on fait, c'est on a bâti ce qu'on appelle une pratique médicale full stack. Fait que normalement, dans une compagnie de technologie, on crée du logiciel parce que c'est ça qui scale plus rapidement. Fait que normalement, on crée du logiciel puis on va le vendre à des clients. Dans l'industrie médicale, ça bouge tellement lentement que la façon la plus rapide d'entrer dans le marché, de percer le marché, on a décidé que c'était de bâtir la pratique médicale pour faire rouler notre propre logiciel aussi. Fait que ça va à l'encontre un petit peu de ce qui est typique. Fait que ça ressemble à ça. On a une clinique médicale dans le centre-ville de San Francisco avec 10 médecins à temps plein. On fait des soins primaires, fait qu'on a c'est tous des médecins de famille. Et on a bâti tout le logiciel qui fait rouler la clinique, à la fois du côté du patient ainsi que du côté des médecins. Il y a de l'intelligence artificielle en dessous de ça, et progressivement, avec les données qu'on a, puis avec le volume, on commence de plus en plus à automatiser les interactions avec les médecins, mais en ce moment, c'est à peu près 85% des rencontres qui se font dans notre lieu physique, puis le 15%, ça se fait à distance avec des bots puis des médecins vidéo aussi. Fait que là, ça roule bien, mais ça n'a pas été un chemin facile pour nous rendre où est-ce qu'on est.
Pour vous amener au tout début, on a commencé la compagnie dans cette maison-là, sur une rue assez tranquille à San Francisco. On a été chanceux d'être accepté dans Y Combinator, puis une des suggestions qu'ils font, c'est que les fondateurs habitent ensemble pendant les 3 mois du programme. C'est quelque chose que je vous conseillerais fortement, très, très, très fortement si vous avez la chance. Parce que la communication est juste beaucoup plus rapide, l'itération se fait plus rapidement, puis les problèmes, ça soulève aussi rapidement. Fait que dans cette maison-là, on était 4 fondateurs dans les 4 chambres. On storait l'équipement médical dans le garage. Puis au début, la première itération sur notre modèle d'affaires, c'était qu'on faisait des visites à domicile. Fait que l'idée, c'était qu'on allait bâtir la plus grosse pratique médicale, mais sans lieu physique. Fait qu'une pratique médicale distribuée. Donc, on a engagé un médecin. L'équipement médical était dans le garage. Elle rentrait le matin, elle faisait le plein de ce qu'elle avait besoin pour la journée. Elle partait voir ses patients et à la fin de la journée, elle retournait, puis dans le salon, elle complétait sur son ordinateur les notes là, sur ce qu'elle a vu, les patients qu'elle a vus au courant de la journée. Donc, Y Combinator, comme les autres accélérateurs, c'est un programme de 3 mois. On commence à avoir des patients. La courbe commence à monter. On a une croissance chaque semaine. Tout est bien. Sauf que le médecin a décidé de ne plus rester avec nous. Quand on a parti la compagnie, on avait tous décidé, on s'est engagé de quitter les jobs qu'on avait pour s'y mettre à 100%. Mais lui, il était plus du côté académique, puis il s'est offert un poste de professeur. Demandez-moi pas pourquoi, mais pour certains, être professeur, c'est plus le fun qu'être entrepreneur. Fait que, à 1 mois du Demo Day, il nous a quittés. Puis on a fallu cesser les opérations. À 1 mois de Demo Day, sachant qu'on serait sur scène avec 2000 investisseurs, sans savoir si on aurait une autre opportunité dans le futur, on a songé à notre futur. Puis probablement parce qu'on avait déjà roulé pendant une couple de semaines, puis on savait que ça marchait, on savait que les patients aimaient, l'expérience était bonne, que ça pouvait marcher. On a décidé qu'on trouverait une façon de régler le problème. Fait qu'on a, dans un espace de 4-5 jours, on a parlé à peut-être une centaine de médecins. On a trouvé un qui était intéressé, sauf qu'il était en Inde en train de finir un projet de recherche. Puis il revenait à San Francisco juste la journée de Demo Day. Fait que c'était parfait. Fait que on avait trouvé un nouveau cofondateur. Il est retourné. On a préparé sa trousse médicale. On a laissé à l'aéroport pour lui dans un casier. On a donné le code. Il est rentré de l'Inde en avion. Il a pris une douche à l'aéroport. Il a pris sa trousse qu'on lui avait préparée, puis il est parti voir ses premiers patients. Puis le lendemain, on a présenté à Demo Day. On a levé 3 millions en seed. Puis tout était bon. Sauf que là, on a commencé à scaler, à grossir. Puis il y avait un petit problème. Le problème, c'était qu'on perdait de l'argent. Nos marges étaient négatives. Fait que plus on grossissait vite, plus on perdait de l'argent. Fait que c'est pas vraiment une bonne combinaison. Donc là, ça prenait un pivot. Une des choses qu'on avait constatées, c'était parce on était en relation avec des compagnies d'assurance, fait qu'au US, les soins primaires, c'est tout des assurances privées. On avait pris le temps de signer des contrats avec toutes pour que nos patients puissent utiliser le service à domicile avec leur police d'assurance. L'effet secondaire de ça, c'est qu'on avait des patients qui nous trouvaient dans les portails de leur compagnie d'assurance, qui cherchaient des médecins et qui nous appelaient, puis ils voulaient juste venir dans la clinique voir un médecin. Puis là, on les expliquait, il n'y a pas de clinique, on a une app, il faut télécharger l'app, puis là, on va venir chez vous.
Mais une bonne partie de ces gens-là voulaient juste venir nous voir dans la clinique. Fait qu'on s'est dit, on pensait que ça allait pas marcher. On s'est dit que ça serait une bonne expérience de tester ça pour voir ce qu'on pourrait apprendre. Le problème, c'était qu'on n'était pas vraiment bien placé pour ouvrir une clinique médicale. Au début, on était dans un espace partagé avec 4 startups. Fait que, imagine, tu te présentes aux médecins, 4 différents logos de différentes compagnies sur la porte. Puis il fallait passer à travers, comme tous les ingénieurs, puis on a aménagé au fond, on a converti une salle de conférence en salle d'examen. Ah oui, il y avait un autre problème, c'est le quartier. On n'était pas dans le meilleur quartier de San Francisco. Au bout, nous, on était à peu près dans le milieu ici. C'est une vraie photo c'est vraiment une ruelle là, où on était. Au bout, au fond, il y a un café Blue Bottle, c'était assez nice. Puis là, progressivement, il y a un hôtel, il y avait nous autres, il y avait le magasin de potes juste à côté de nous. C'était pratique, le monde qui cherchait leurs potes, des fois, ils venaient chez nous. Là, fait que, après ça, il y avait le donjon BDSM, puis la clinique de méthadone au coin de la rue puis des toilettes publiques. Fait que c'était vraiment pas un bon environnement. On s'est dit que ça ne marcherait pas, mais quand même, on a converti une salle de conférence en salle d'examen. Puis on a laissé booker des gens. Au début, on surveillait de très près le Net Promoter Score, NPS, fait que c'est une mesure de satisfaction de clientèle. Moi, j'étais convaincu que ça ne marcherait pas. Mais on était à 80. Fait que l'échelle, ça va de moins 100 à 100. Fait que 80, un NPS de 80, c'est extraordinaire. Fait qu'on s'est rendu compte que même dans cet environnement-là, c'est le quartier le plus poche de la ville, on passait par-dessus littéralement des aiguilles, tout ce que tu peux imaginer dans la rue, des sans-abri couchés devant notre porte. On a réussi à créer une expérience qui était quand même assez bonne. Ça nous a appris que, bon, peut-être qu'on pourrait scaler ça le temps qu'on trouve autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un petit projet de construction. Les propriétaires n'étaient pas super contents, mais on a bâti 2 autres mini-pièces dans notre espace partagé avec d'autres startups. Fait que là, on avait 3 salles d'examen. Puis tout ça, ça s'est rempli assez rapidement aussi. Fait que là, on a demandé au propriétaire, on peut-tu faire un 4e? Tu sais, quand quelque chose marche, des fois, tu n'as pas le temps de trop penser, tu veux juste le scaler pour voir à quel point ça peut grossir. Fait qu'on a demandé à nos propriétaires, est-ce qu'on peut faire une 4e salle d'examen? Puis là, il a dit, non, fuck you, vous avez déjà magané notre affaire assez, là. Donc, on a fait la seule chose qu'on pouvait. On a bâti une 4e pièce avec des blocs de Lego. Ça donnait ça. Puis on se servait de cette pièce-là pour faire des prises de sang. Fait que ça a augmenté notre capacité. Fait que ça donne ça à l'intérieur. Fait que c'était quand même nice. Fait que les blocs de Lego, ça fait partie de notre culture maintenant. Là, quand il y a des nouveaux qui rentrent puis ils pensent que quelque chose n'est pas assez beau pour le mettre en marché, on démontre le quartier où on était puis les blocs de Lego. Fait que là, on grossit. Le problème entre-temps, c'était que là, on était devenu moins une compagnie logicielle, puis on a levé du VC d'investisseurs qui veulent investir en logiciel. Là. Ils ne comprennent pas c'est des trucs physiques, puis ils ne sont pas intéressés. Puis en pivotant, puis en trouvant ce que le client avait besoin, là, on était rendu comme un genre d'hybride. On n'était pas vraiment brick and mortar, mais pas full logiciel non plus. On perdait toujours de l'argent. Donc, on a essayé de lever de l'argent, on n'a pas pu.
En même temps, on ne pouvait pas grossir plus rapidement dans l'espace où on était parce que il n'y avait plus d'espace. Donc, on a pris la décision avec 6 mois de cash dans la banque. On a pris la décision d'investir 3 mois de cash comme dépôt de sécurité pour un nouvel espace parce que les propriétaires avaient vu les états financiers et ont exigé un plus gros dépôt. Fait que là, on rentre dans notre nouvel espace qui est super nice. Puis si vous êtes à San Francisco, venez nous voir. On voyait un chemin vers la profitabilité. Sauf que là, le directeur médical me dit, c'est la 3e journée après qu'on est rentré dans le nouvel space, que, en passant, si on va fermer les portes, ça prend, à cause des trucs médicaux, là, ça prend 60 jours de préavis aux patients, puis on avait comme 65 jours de cash dans le banque. Puis dans un autre type d'industrie, si on perd un designer, on peut faire le CSS nous-mêmes, là, créer le bouton, on peut patenter des choses. Une licence de médecin, c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer en fin de semaine. J'ai checké et ça n'a pas marché. Donc, on était un vendredi, le directeur médical me donne jusqu'à lundi pour trouver du cash ou quelque chose. Sinon, il va commencer à aviser les patients qu'il y a possibilité qu'on ferme les portes en 60 jours, puis on sait que ça veut dire que ça aurait été la fin de l'affaire. Fait que moi, j'envoie un email à tous nos investisseurs. C'est très intéressant de voir quand les choses vont mal, comment les investisseurs réagissent. Là. Quand ça va bien, tout le monde est ton ami, mais quand ça va mal, qu'est-ce qu'ils font? La majorité, ils ont juste effacé, ils n'ont pas répondu du tout. Il y a un couple qui ont répondu, bonne chance. Je vous appuie, bonne chance. Puis j'ai eu un texte quasiment tout de suite de notre partner chez Y Combinator, Dalton. Puis il a dit, j'ai vu ton email, on peut-tu parler? Fait que je poigne le téléphone, j'explique la situation, puis il est toujours embarqué dans OK, fait que tu as 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes? C'est quoi les leviers qu'on a qui sont entre notre contrôle? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 3 jours-là? Bref, on a appelé tous nos fournisseurs, on a pour demander qu'ils nous donnent des crédits. Là. Puis je les ai dit que, on va fermer la porte lundi. Anyway, donnez-nous une chance, puis ça se peut qu'on sorte. Là. Ça nous a acheté 3 semaines de runway. Durant ces 3 semaines-là, on a levé un bridge d'1 million. Puis, ça nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui. À savoir, on est possiblement profitable ce mois-ci, sinon le mois prochain. 3 millions en revenus. La pratique médicale qui grossit la plus vite à San Francisco. On va avoir 3 emplacements d'ici la fin de l'année. Donc, en partant de 24 heures avant de fermer les portes, on a fait quelque chose depuis ce temps-là. Je vais vous laisser avec un couple d'astuces là, avant de prendre des questions. La première, c'est ignorer les pessimistes. Comme j'ai dit au début, il y a toujours la majorité du monde que vous allez rencontrer, plus ce que vous faites est innovateur, plus c'est différent, plus ça a le potentiel de devenir quelque chose de grand, plus le monde va être pessimiste. J'étais à Verdun, ils ont ouvert une plage les dernières semaines. Fait que j'ai grandi à Ville-la-Salle, au bord de l'eau. On rentrait jamais dans l'eau à l'époque. Là, c'était sale, il y avait des courants. Puis là, il y a quelqu'un qui a décidé qu'on pourrait faire une plage. Puis ça a été fait. J'étais là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. La moitié du monde qui était là se plaignait. Comme, ça a pris trop de budget. Je l'aime pas parce que ça a pris trop longtemps, la construction.
il va toujours avoir du monde pessimiste. Vous allez finir par les convertir, mais pas tout en même temps. C'est correct. Fait qu'ignorez-les. Commencez avec vos cofondateurs, vos proches, vos premiers clients, c'est votre noyau, ça. L'autre chose, c'est passez pas votre temps sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Fait qu'il va toujours avoir un concurrent qui a plus d'argent, qui a ci, qui a ça. Fait que si vous n'avez pas plus d'argent, ben trouvez autre chose. Trouvez autre façon de vous démarquer. Et puis, finalement, je pense que tout le monde qui travaille sur un startup, vous avez une vision, vous le faites parce que vous avez une vision de comment le futur peut être. Oubliez-la pas, cette vision-là. Puis continuez, tant que vous faites du progrès vers cette vision-là, vous allez éventuellement pouvoir amener plus de monde avec vous. Là-dessus, ça me ferait plaisir de prendre des questions si on a des micros ici. Puis je vais être aussi dans l'attente des mentors demain à midi aussi. À midi. Merci. Alors, vous êtes rendu aujourd'hui, c'est quoi la partie de la business, logiciel versus pratique brick and mortar? Oui, bien là, c'est jumelé ensemble. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que le logiciel, on va la vendre à des tierces parties. Mais les gros joueurs, les petits joueurs, ça ne vaut pas la peine, là, les médecins solo. Puis les gros joueurs, ils bougent tellement lentement que ça ne vaut pas la peine maintenant de commercialiser auprès d'eux. Tant qu'on a une clinique, la clinique est profitable, on peut l'agrandir. Fait que l'idée, c'est un petit peu une approche en deux phases. La phase actuelle, c'est on opère nos cliniques, puis on les utilise comme un laboratoire pour expérimenter avec le logiciel puis l'améliorer. Parce que la clinique est en opération, on a des vrais patients, on recueille des données aussi. Mais là, c'est un petit peu par accident, mais la clinique est devenue profitable. Fait que là, on va juste la scaler entre-temps, puis éventuellement vendre des licences logicielles aux autres parties. On a un investisseur stratégique basé à Vancouver où on a signé une lettre d'intention pour implanter notre logiciel dans leur clinique, mais encore là, ça bouge trop lentement pour nous. Fait qu'on va faire les deux en parallèle, puis éventuellement, le logiciel va prendre plus d'espace. Merci. Merci. Pas tout en même temps. Merci. Quand il vous restait plus que 3 jours avant l'échéance, comment vous avez géré un petit peu le côté psychologique justement? Dans quel état d'esprit vous étiez? Comment vous avez réussi à garder la tête froide finalement? Moi, on m'a déjà accusé d'être une personne froide là, qui ne tient pas compte des émotions des autres. Fait que dans ce cas-là, c'était un avantage. Moi, je vois tout comme un... Tu sais, c'est un casse-tête. Là. Il y a toujours une solution à tout problème. Puis, comme... Il n'y a pas vraiment de... c'est un problème comme les autres. Fait qu'il faut penser à c'est quoi les causes, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les pistes possibles, c'est quoi quelle est la probabilité ou le niveau de difficulté des différentes pistes. Et puis, une chose, c'est que quand j'ai fait cet exercice-là, on n'est pas allé demander auprès de nos investisseurs qui nous écrivent un chèque sans au moins avoir une piste qu'on pensait où on avait de la chance d'avoir un succès. Fait que lever de l'argent juste comme pour continuer de brûler, ça ne donne pas l'objectif désiré. Mais je pense que dans le monde, il y a des gens qui vivent dans d'autres pays qui se font affronter par des stress assez plus graves là, que ce qu'on fait face comme fondateur. Fait que je pense pas que c'est
ça vaut pas la peine, c'est pas productif de stresser. Là. C'est juste le temps de s'asseoir, puis de réfléchir, puis de faire ça d'une manière calme, puis de trouver les solutions. Déjà, merci pour le témoignage, c'était vraiment intéressant. Pardon? La question que j'ai, c'est relié un peu à celle-ci. À partir du moment où il reste plus que 3 jours, où il faut vraiment trouver une solution en 3 jours, j'imagine qu'il doit y avoir des tensions qui se créent un petit peu dans l'équipe. Comment est-ce que ça se gère? Est-ce qu'il y a des conseils? Voilà. Oui. Je pense que tout le monde a son propre niveau de confort avec le risque, là, on peut le dire comme ça. Admettons que moi, je suis peut-être un petit peu plus confortable que d'autres. Et puis, c'est sûr que si on perdait tous les employés, ça n'aurait pas marché non plus. C'est sûr que c'était stressant pour eux. J'ai pas vraiment d'indices à part. On a toujours eu, dès la première journée, une culture très transparente. Donc, par exemple, les rapports mensuels qu'on envoie à nos investisseurs, on l'envoie à l'équipe au complet. Puis c'est les mêmes informations, fait qu'ils ont les mêmes informations sur qu'est-ce qui marche pas, combien d'argent qu'on a dans la banque que les investisseurs. Fait que c'était pas ils n'étaient pas comme pris par le choc au complet. Je pense qu'on a... Ouais, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste communiquer, puis expliquer ce qu'on fait, puis être honnête, puis ouvert. On a perdu, à l'époque, on était 17, 18. On a perdu 2 personnes sur 18. Fait que c'est quand même pas pire. Là. Je pensais qu'on aurait peut-être perdu plus que ça. Puis je pense que l'investissement qu'on avait fait dans le début, en étant transparent, puis ouvert, puis en ayant beaucoup de communication avec les employés, je pense que ça nous a donné un petit peu plus de coussin pendant cette époque-là. Il y avait aussi... Mais la majorité du monde pensait qu'on allait fermer les portes, mais on avait quand même une marge de 60 jours où on aurait averti le monde, puis là, ils seraient payés pendant ces 60 jours-là. Fait que c'est peut-être un coussin un petit peu plus là, qu'un start-up typique où ça va pas bien. On le sait juste la veille, puis c'est fini, puis le monde rentre chez eux. Oh non, OK. L'investisseur qui vous a tendu une perche, quelle était votre relation avec lui avant cet événement-là? Et avez-vous été surpris de sa réaction? Et parallèlement à ça, avez-vous été déçu de d'autres investisseurs auxquels vous vous auriez attendu une réaction différente? Oui, être déçu, ça donne pas grand-chose. C'est sûr que si je fais un autre start-up, je sais avec qui je veux travailler dans le futur. L'investisseur, ceux qui ont été là à dernière minute, comme quand on avait besoin, là, il y a un des investisseurs, je lui ai dit, regarde, si jamais tu es en train de rentrer dans un deal compétitif avec d'autres VC qui veulent rentrer, puis tu veux que le fondateur, tu veux une critique, là, tu veux que le fondateur perd un autre fondateur pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais l'expliquer, là, qu'est-ce que vous avez fait quand on avait besoin, quand les autres sont partis. C'était quoi la relation? Il y avait Y Combinator qui, en plus, nous aidait à trouver la solution. Ils ont écrit un chèque. Puis ensuite, ça arrive que les investisseurs qui ont embarqué dans la bridge, c'était les plus gros investisseurs. Fait qu'il y avait le plus à perdre aussi. Fait que la relation était déjà bonne avant, mais je pense qu'elle est meilleure maintenant. Parce que eux autres, ils voient aussi qu'on ne prend pas de l'argent pour nous sauver par la porte arrière dès qu'il y a un défi ou dès que ça ne va pas bien. Mais Y Combinator, si vous êtes capable de rentrer, ça vaut la peine.
Merci beaucoup.